Nous sommes de retour pour le décryptage de l'actualité sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Angle de vue qui sera consacré ce jour à 3 sujets d'actualité. Dans un premier temps, nous reviendrons sur la victoire au premier tour du président Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle du 25 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Quelles leçons en tirer pour l'opposition ivoirienne et quels devront être les grands défis et les grands chantiers du nouveau président et du nouveau mandat du président Alassane Ouattara. Nous aurons les analyses de nos éditorialistes dans un instant. Ensuite, nous parlerons du Bénin qui recherche un candidat pour succéder au président Boni Yayi à 4 mois de la fin du mandat de ce dernier. La classe politique béninoise, hésitante et incertaine, donne l'impression de laisser la place aux opérateurs économiques qui semblent aujourd'hui s'imposer comme la solution en 2016. À 4 mois de l'élection présidentielle au Bénin, quel président pour succéder à Boni Yayi? Ce sera le deuxième sujet à débattre dans cette émission. Enfin, nous finirons par le Nigeria où l'armée a annoncé cette semaine avoir libéré 300 otages précédemment gardés par Boko Haram. Peut-on déjà espérer que l'armée nigériane en finisse d'ici à là avec Boko Haram? Plus précisément, avant la fin de cette année, ceci du moins, selon les prévisions du président Muhammadu Buhari. Vous aurez l'avis de nos invités dans un instant. Mais avant, madame, monsieur, voici le flash d'information. Au Rwanda, les députés ont adopté jeudi dernier à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution qui ouvre la voie à un 3e mandat du président Paul Kagame en 2017 et lui faisant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. En Centrafrique, 4 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées jeudi dernier dans des violences à Bangui où des musulmans armés ont mené des représailles après la mort de 2 d'entre eux. Plusieurs centaines d'habitants des quartiers chrétiens de Fatima et Nzangoyen ont fui leur foyer pour se réfugier dans l'église Notre-Dame de Fatima. Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré a été suspendu jusqu'au 9 novembre. C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier Gberdao Gustave Kam, le président de cette institution. L'audience du 9 novembre doit démarrer avec le témoignage du président de l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré. Un retour sur la victoire au premier tour du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Quelles leçons en tirer pour l'opposition et quels devront être les grands chantiers, les grands défis du nouveau mandat du président ivoirien? L'analyse de nos éditorialistes, c'est juste après ce générique. Pour débattre des 3 sujets au menu de cette émission, j'ai sur ce plateau donc Lama Balo, il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. Et j'ai également sur ce plateau Joël Yetonji qui nous revient d'Abidjan en Côte d'Ivoire où il a couvert pour le compte de Sika TV l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Joël Yetonji, bonjour et bienvenue au Bercail. Bonjour à vous, bonjour donc Lam. Bonjour Joël. Je reste avec vous Joël Yetonji pour démarrer cette émission. La première question, vous aviez donc suivi, je le disais tantôt, de bout en bout, le déroulement de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir du scrutin du 25 octobre dernier? Que de leçons, beaucoup de leçons. Et en première position, ce qui n'apparaissait pas être une évidence, c'est bien le climat ayant caractérisé ce scrutin-là. Que ce soit pendant la campagne, le jour du vote et après le scrutin, c'était dans un climat très apaisé que les Ivoiriens, ceux-là qui ont décidé d'aller aux urnes, sont allés voter. Et ça, c'était formidable. C'était pas gagné d'avance. Donc c'est la grande leçon, ce qui a le plus frappé et qu'on ne va pas oublier de sitôt. On espère qu'on va pouvoir capitaliser cela le plus longtemps possible. En dehors de cela, il faut constater que oui, l'appel de Daokro a marché. Si au départ, il y avait quelques sceptiques qui se demandaient si l'appel de Daokro sera suivi, l'appel de PDCI, pour être plus précis, sera suivi, on peut constater avec le chiffre officiel donné par la CEI, 54%, plus de 54% de taux de participation. Il faut préciser également que là, il y a encore un problème parce qu'il y a 2 chiffres qui ont été annoncés. Il y a un chiffre qui a été annoncé en premier lieu, mais après, il a été revu à la baisse. Il faut constater que c'est une institution comme toute
autre, c'est une institution comme toute autre, et ce qui est remarquable, c'est revu à la baisse. C'était 60%, on est revenu à 54%. C'est un taux de participation qu'on peut accepter. Et donc là-dessus, ce qui est à remarquer, c'est que les populations sont sorties. Ceux-là qui ont cru aux candidats Ado ont suivi. Sont sortis dans certaines zones, mais il y a eu des localités où les populations ne sont pas réellement sorties. Il n'y a pas eu de grande affluence. Ce qu'il faut remarquer, puisque vous demandez les grandes leçons, oui, c'est le taux de participation. Aujourd'hui, on est obligé de faire avec l'officiel. Donc, je ne veux pas donner dans la polémique et constater que... C'est pas dans la polémique. Non, je veux remarquer, par rapport à ce taux de participation, le sens qu'il faut lui donner. Le sens qu'il faut lui donner, c'est que ceux-là qui ont cru à Alassane Ouattara l'ont effectivement accompagné. Et dans le découpage, du RHDP. Et ça, ce n'est pas que du RHDP, oui. Et je disais d'entrée qu'il y a l'appel de Daoukrou, qui n'était pas d'office gagné d'avance. Il faut remarquer que ceux-là qui ont fait le PDCI, je ne veux pas parler de Kakabe, qui de tout temps, qui de tout temps a porté le PDCI. C'est l'homme qui était prêt à saper le moral à Alassane Ouattara. C'est l'homme à tout fait du PDCI. C'est lui qui donnait le ton, qui faisait comprendre que ça n'allait pas. Et lui qui allait en candidat indépendant, ça pouvait donner autre chose. Mais les chiffres ont confirmé tout le contraire de ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc c'est dit que quelque part, oui, la démarche, l'appel à la mobilisation derrière le candidat n'était pas un appel en vain. Et ça, c'est important à souligner. Et toujours, d'après les statistiques de la CEI, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Le Nord a massivement soutenu son candidat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, on est obligé de faire avec? C'est le chiffre officiel. On fait avec l'officiel. L'autre restera la polémique. Je dis une fois encore. Le constat sur le terrain est là. Vous étiez à Abidjan. Oui, le constat, c'est ça. Même plus que moi, vous avez vu que dans certains bureaux de vote... Attendez. Je suis en train de faire la part des choses d'abord. Je parle du chiffre qui dit que ceux-là qui ont décidé de renouveler leur confiance à Alassane Ouattara ont, eux, effectué le déplacement. Constatez avec les chiffres de la CEI que le Nord, massivement, il n'y a pas, on peut dire tous les électeurs étaient aux urnes, mais le Sud, ce n'était pas le cas. Et c'est ce Sud-là qui, de tout temps, a été massivement acquis à la cause, pour ne pas dire du FPI, pour ne pas dire non plus de Gbagbo, Laurent Gbagbo. Donc, je ne veux pas oublier le chiffre d'abstention. Si on a un taux de participation de 54%, c'est qu'on a eu plus de 45 abstentions. Et ça, c'est important. C'est l'autre lecture qu'il faut en faire. Mais cela n'a pas profité au FPI non plus. Non, je dis, ça là, ce n'est pas oublié. Parce que Alassane Ouattara va devoir prendre en compte ce chiffre-là s'il veut aller loin. Donc, oui, 45% n'a pas pour les 45% d'abstention n'ont pas pu profiter au FPI. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Parce que pas que l'opposition. L'opposition ne pouvait non plus en profiter. Pourquoi? Parce que l'opposition est partie en rang dispersé. Ce n'est pas comme ça qu'il peut renverser la vapeur. Maintenant, qui voyons-on ou qui voyons-nous comme principal rival à Alassane Ouattara? C'est le candidat du FPI. Le candidat du FPI, c'est Afin Guessan. Mais Afin Guessan est parti, non pas en ayant toute l'onction du FPI. Le FPI, on ne peut pas l'oublier, est parti en rang dispersé. Donc, de ce point de vue, on ne pouvait pas être surpris. Autre mesure, il est sorti des unes avec quel suffrage? Donc, c'est dit que l'homme lui-même, parlant toujours de leçons, l'homme lui-même n'était pas fondamentalement représentatif du FPI. Il n'est pas suffisamment charismatique du FPI parce que le FPI est divisé. Donc, il va falloir colmater les brèches. Si le FPI, bientôt, c'est les législatives, veut pouvoir bien s'en sortir, il faut une mobilisation. La mobilisation de la troupe. Donc là, Mabalo, alors, vous avez suivi également de loin ce scrutin du 25 octobre. Dites-moi, à votre avis, le résultat issu de ce scrutin, plus de 83% pour le président Alassane Ouattara, est-ce que ce score écrasant était prévisible? Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être à Abidjan comme vous. J'ai observé de loin, vous l'avez dit, et je n'ai pas été surpris. Rappelez-vous que sur ce plateau même, j'avais toujours dit qu'il y aura un éventuel chaos en Côte d'Ivoire et que ce serait même le meilleur schéma pour le président Alassane Dramane Ouattara. Ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Et avec ce taux de participation et puis ce pourcentage pour le président Ado, je me suis dit personnellement que ce sont les partisans de Alassane Ouattara qui ont effectué une sortie. Ce sont eux qui sont allés... Alassane Ouattara et du PDCI, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont mis ensemble. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et
ce taux ne me surprend pas, parce qu'il y a eu quand même au niveau du Front populaire ivoirien un appel au boycott. On appelle au boycott, le président Pascal Affi-N'Guessan ne faisait pas complètement l'unanimité au sein de son parti politique. C'est une chose importante. Ensuite, il faut dire que... Il y a eu l'appel au boycott de l'opposant Koulibaly. Absolument, Koulibaly. absolument. Il y a eu le désistement de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny. Et c'est là le plus important pour moi. C'est la plus grande surprise, au fait, pour moi, parce que je ne conçois pas qu'on puisse se porter candidat à une élection, faire la campagne électorale et se retirer juste à quelques heures du scrutin. Et lorsque j'ai vu l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny se retirer, j'ai compris tout de suite que le chaos que j'envisageais personnellement était déjà là. Et l'homme a compris qu'il ne fallait pas aller à cette élection-là, parce que s'il y allait, il allait essuyer la honte. Donc il l'a compris. Est-ce que c'est plutôt la honte ou bien ce qu'il réclamait? Parce qu'il non, c'est la honte. C'est la honte. Il disait que les élections n'étaient pas... Non, c'est la honte. C'est la honte. S'il y allait, il n'aurait pas pu empêcher le chaos. Et il allait faire piètre figure. Et ça peut avoir une conséquence dramatique sur sa carrière politique. Encore que là, le fait... encore une carrière politique justement, j'allais en venir. Le fait même... génération. Non, il peut ne plus postuler pour la présidence. Mais il peut avoir une influence permanente sur la politique en Côte d'Ivoire. Mais le fait même... Je pense. Non, mais là, le fait de se retirer... Il a quitté sa famille politique. Il était du PDCI. Aujourd'hui, est-ce qu'il aura encore de la voix? Le fait même de se retirer de la présidentielle, certains pourraient le présenter comme un défaitiste, comme quelqu'un qui ne va pas au bout de sa logique. Et en politique, ça peut faire mal quand on vous présente comme tel. En tout cas, moi, je veux tirer en Côte d'Ivoire la conclusion que le peuple ivoirien a mûri, que ceux qui sont allés aux urnes ont voulu la continuité au niveau de ce pays-là, parce que, ne l'oubliez pas, il y a un bilan économique et social qui plaide en faveur du président Ouattara. Donc moi, je ne suis pas surpris du tout de l'issue de ce scrutin. Oui, mais au-delà de ce bilan économique, il y a malaise. Selon vous, quels doivent être les prochains défis, les prochains grands chantiers sur lesquels dans lesquels le président Ouattara doit investir? Je suis d'accord avec vous que, au-delà de ce bilan économique, subsistent quelques petits problèmes sociaux. Le président Ouattara a l'obligation de régler les problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui en veulent à Ouattara, c'est le moment, c'est son dernier mandat. Donc c'est le moment pour lui de faire le dialogue. N'oubliez pas qu'il y a encore des prisonniers politiques. Oui, il y a un dialogue. Il y a des exilés politiques. Il y a un dialogue que les opposants avaient réclamé avant les élections. Et j'étais encore ici pour dire que c'était trop tard de réclamer un dialogue à 3 mois de l'élection. Aujourd'hui, le président, absolument, le président a la possibilité maintenant de discuter avec tout le monde, de les écouter et d'essayer, dans la mesure de ses possibilités, de régler les problèmes. Pour moi, c'est important. Deuxième chantier sur lequel le président devrait aller, c'est peut-être le désarmement. Parce que j'ai la certitude qu'on n'a pas réglé définitivement ce problème en Côte d'Ivoire. Donc il faut essayer de voir là où il y a encore quelques possibilités de foyers de tension pour apaiser les uns les autres, parce que la succession de 2020 va être un problème. Et le président Ouattara a intérêt à gérer ce second mandat de façon à ce qu'en 2020, on ait une transition apaisée, on ait un passage de pouvoir apaisé, parce qu'il y a un risque qui est là. Vous pensez qu'il y aura des risques? Absolument, la succession de Ouattara va être un problème. Vous savez très bien quelles sont les velléités qui existent. Ça va être un problème. Et le président Ouattara a intérêt à gérer ça déjà dès maintenant. Et puis, le dernier chantier qui est important pour moi, c'est la continuité. Parce que je constate que le peuple ivoirien a voté pour la continuité. Le président a donc la possibilité d'ouvrir et de finir d'autres chantiers, a la possibilité de donner beaucoup plus d'espoir aux Ivoiriens. Le président maintenant tient un second mandat, et je crois qu'au cours de ce mandat-là, il doit confirmer tout le bien que les Ivoiriens pensent de lui. Voilà ce que je pense. Joël Tondi, selon vous, les grands chantiers qui attendent le président Ouattara? Il faut très rapidement aller à la réconciliation. Parce que pendant ce scrutin, le constat était frappant. Il y en avait, vous me diriez que c'est le principe de la vie, pendant qu'il y en a qui en sont assourdis, d'autres en sont à pleurer. On a constaté qu'il y en avait qui ont presque les larmes aux yeux, qui ne comprennent pas que pendant qu'il y en a qui croupissent en prison, il y a d'autres qui parlent d'élection. Il y en a qui l'ont dit ouvertement. Quelle élection? De quelle élection nous parle-t-on? Eh bien, donc, s'il vous plaît, vous m'avez demandé ce qu'il faut faire en urgence. C'est la réconciliation. Le président Ouattara a dit qu'il faut laisser la justice faire son travail. S'il vous plaît, il n'a pas raison quelque part? Non, je ne veux pas polémiquer. Je dis l'état d'âme des Ivoiriens. Aujourd'hui, il faut aller à la réconciliation. Les Ivoiriens le demandent forcément. À la justice? Les Ivoiriens ne sont pas opposés à la justice. Ils veulent de la justice, mais une justice équitable. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont toujours l'impression qu'il y a une justice à 2 vitesses. On a l'impression
l'impression qu'il y a un camp qui est devant la justice. Et ça, ce n'est pas bon pour la suite. Nous avons parlé d'un climat apaisé aujourd'hui. Pour maintenir cela, il faut aller très rapidement à la réconciliation nationale et permettre à la justice de faire réellement son travail. Si on ne le fait pas, eh bien, tout ce qu'on a eu l'impression de capitaliser aujourd'hui partira en fumée. Et ça, je pense qu'il ne faut pas traîner là-dessus. Ensuite, il faut permettre à ce que le bilan économique, qu'on puisse le sentir. Le constat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une frange de la population qui peut se réjouir de ce que tout va bien. Le panier de la ménagère ne se porte pas forcément bien. Économiquement, les gens n'ont pas encore ressenti les retombées de l'avancée économique. Ouattara va devoir travailler là-dessus. On nous a dit que rapidement, et c'est lui-même qui l'a confessé, avant qu'on ait les résultats officiels, Ouattara pense aller vers le chantier de la Constitution. Qu'est-ce que ça signifie? On compte modifier l'article 33. Il y a un autre piège là-dedans. Il ne faudrait pas aller toucher aux critères d'âge. Il ne faut pas qu'en le faisant, peut-être, Ouattara, il n'y a pas que lui. Derrière lui, qu'on le pousse à aller toucher à l'âge, 75 ans aujourd'hui révolu, vous ne pouvez plus être candidat. Il a dit, il ne veut plus un autre mandat. Il a dit, vous le savez très bien, les promesses électorales n'engagent que les autres présidents, ça peut arriver. Donc il faut qu'il fasse beaucoup attention. Au lendemain de la proclamation de résultats, on l'a entendu. Là, ce que les militants commencent pas à marcher pour dire, il est le seul, il est le sauveur, mais il faut qu'il reste pour au lendemain, on l'a entendu déjà dire. Il a vu Bédier et ensemble, ils ont parlé d'une fusion. Fusion PDCI-RDA. Ça va être fait dans quelles conditions? C'est aussi un autre risque d'une implosion. Ça guette encore le grand rassemblement. L'appel de Daokro a eu l'effet que ça a eu. Est-ce qu'il faut continuer dans ces lancers? Il va falloir y réfléchir. Mais l'autre chose, donc là, on l'a souligné tout à l'heure, c'est la succession de Ouattara. Je pense que l'union sacrée qu'on a eue aujourd'hui, elle peut trop voler en éclats. Et pour que ça n'arrive pas, en emportant surtout dans ces flots la quiétude obtenue, il faut rapidement essayer d'écouter ceux-là qui ont des velléités. Mais quand vous parlez de ceux-là qui ont des velléités, non, il y a certains qui pensent que nous sommes dans un processus de transition générationnelle. Attention. Il y a de nouveaux leaders qui aujourd'hui doivent monter. Est-ce qu'il ne faut pas leur laisser la possibilité de monter d'eux-mêmes? Ça ne peut pas se faire pour que ça se fasse. Vous pensez qu'on doit leur tenir la main? Pas leur tenir la main, mais très rapidement amener les uns et les autres vers une grande ouverture qui pourra permettre le repositionnement en douce. Aujourd'hui, il y en a qui, sans le dire ouvertement, pensent être les héritiers légitimes du travail qui a été fait aujourd'hui. Donc, par rapport à ce combat qui se mène déjà en sourdine, vous le savez très bien, il y a le président de l'Assemblée qui voudrait bien revenir, il y a le ministre de l'Intérieur qui voudrait bien revenir, et tous ont aidé à ce que Ouattara réussisse ce qu'il a réussi aujourd'hui. Comment tout ceci va se faire? Je pense que le bilan économique qu'on a aujourd'hui, on peut le mettre à profit pendant cette première année et donc faire toutes ces réformes tout de suite et les 4 années à venir permettront de continuer l'œuvre de développement. Alors très rapidement, donc là, Malo, avant de finir, est-ce que vous voyez, donc, comment voyez-vous la succession justement de Ouattara en 2020? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Joël Itondi a dit qu'on sent déjà une certaine rivalité peut-être entre le président de l'Assemblée actuelle, Guillaume Soro, et le ministre d'État chargé de l'Intérieur. Je ne peux pas dire ce qui va se passer en 2020. J'ai écouté le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, lorsqu'il était venu au Bénin. On lui avait posé la question en tant que journaliste et il disait non, que le plus important pour lui, c'était l'élection du 25 octobre. L'élection du 25 est passée. Maintenant, nous devons commencer par projeter 2020. Et à nous, journalistes, oui, mais nous, les journalistes, il nous revient d'anticiper, de projeter, de montrer justement aux politiciens. Nous venons juste de sortir de l'élection de 2015, là, maintenant. Mais vous êtes d'accord avec moi que les politiciens pense déjà à 2020. Ce qui est certain, c'est qu'en 2020, si Dieu prête vie à tous ces acteurs politiques ivoiriens, en 2020, on aura forcément le président Guillaume Soro qui va avoir envie de succéder à Alassane Ouattara. Mais je veux dire juste à Joël très rapidement que je ne suis pas sûr, je peux me tromper, je ne suis pas sûr que le président Ouattara veuille changer la constitution, l'article 33 en question pour se maintenir au pouvoir. Je ne pense pas que... Oui, vous avez dit qu'il y a quand même un piège. Je ne vois pas le piège. La petite vient souvent. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que lorsque vous observez la façon de fonctionner
parlez du président Ouattara, vous n'avez pas l'impression que c'est quelqu'un qui, au-delà des limites constitutionnelles, va vouloir rester au pouvoir. Mais encore une fois, les politiciens sont ce qu'ils sont. Mais moi, je mets ce petit doute-là. Alors, en 2020, la succession va être difficile. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair parce que les velléités sont là. Ce sera une nouvelle génération de politiciens quand Absolument. même. Ce qui est important là, c'est que ça va être une nouvelle génération, n'est-ce pas, d'hommes politiques avertis. Encore que, quand on parle de nouvelle génération, non, peut-être pas. Oui, nouvelle Ceux génération, qui vont venir seront plus jeunes. Oui, mais ils sont déjà dans l'activité politique depuis des années. Ce sera la fin quand même de cette génération de Ouattara, de Bédié, de Charles Konambani ou encore de Gbagbo. Je suis d'accord. Et ça, c'est peut-être une autre ère d'espoir pour la Côte d'Ivoire. D'où l'obligation pour Alassane Dramane Ouattara de tracer le cadre, de préparer déjà cette relève-là pour que les velléités qui existent en Côte d'Ivoire soient aplanies très vite, que Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko ou encore d'autres partisans, parce qu'il y a c'est le RHDP. Mais vous savez très bien que ces deux-là sont ceux dont les noms reviennent régulièrement. Pour l'instant. Et donc j'espère que le moment venu, ils vont penser au peuple ivoirien, parce que c'est le plus important. Hein. Il faut assumer les arrières de Ouattara et penser au développement de la Côte d'Ivoire. Alors avant de vous retourner l'antenne, enfin je veux le dire, une chose c'est très important pour moi. J'ai suivi Pascal Affi-N'Guessan au lendemain de l'élection présidentielle à Côte d'Ivoire. Je ne m'attendais pas à la déclaration qu'il a faite. Et il ne pouvait pas faire autrement. Oui, d'accord, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il reconnaisse son échec aussi facilement comme il l'a fait, aussi élégamment. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 9%? Non, nous sommes en Afrique. Il a 9%, l'autre a 83%. Il y a des gens en Afrique qui sont conscients de leur échec. Et pourtant, font du bruit. Donc là, l'écart est suffisamment grand. Qu'est-ce qu'il fait? Sème le trouble. Il y a des gens qui ont même moins d'1%, mais qui sèment le trouble. Mais donc, il faut reconnaître, lorsque les gens ont peut-être certains mérites, le faire. Il est allé contre la volonté de certains leaders de son parti politique. Il y allait quand même, moins de 10%, mais il a reconnu. Il pouvait ne pas reconnaître. Tout à fait. Mais voilà, donc moi, je tenais quand même... C'est le jeu démocratique. Absolument. Très rapidement. Mais parlant de jeu démocratique, celui qui m'a moins impressionné, c'est Kakabe. C'est Kakabe, oui. L'homme qu'on connaît pour ses positions très tranchées, il n'a même pas attendu les résultats. Il n'a pas attendu les résultats. Mais les hommes politiques qui se moquent des populations, ce qu'il a dit, c'est formidable. Non, c'est vrai. Si vous avez des représentants un peu partout, aujourd'hui, le processus tel organisé sur le continent, il y a un effort qui est fait. Et parlant d'effort, il faut saluer l'introduction de la biométrie en Côte d'Ivoire. C'est heureux. Donc, avec ces démembrements, les assesseurs et autres, ils ont colmaté déjà, ils ont eu les résultats, ils ont fait les calculs à leur niveau et dit publiquement qu'avec les tendances à notre disposition, franchement, je viens présenter mes félicitations à Alassane Ouattara. Mais j'ai été sidéré. Ça, c'est admiratif. Oui, il a reconnu sa défaite. Il a reconnu sa défaite. On ne le fait souvent pas comme ça. Il a eu moins de 5%. Et c'est ce que je dis. Non, il est en train, pas aucun espoir. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Il a bien fait. C'est intelligent même de sa part. Plus que d'appel de pied, il sera dans la barque en 2020. Non, le président Ouattara a dit qu'il ne veut pas faire un gouvernement d'unité nationale. Non, il n'a pas besoin de gouvernement d'unité nationale. Non, non. C'est dont il est question, lorsque longtemps vous avez bataillé auprès d'un parti, à un moment donné, vous constatez que le parti veut toujours que vous restez dans ses bras alors que les leaders ont fini. Vous l'avez dit, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Donc, Kakabe a compris. Il essaie de rechercher sa place. Tout à fait. Demain, il peut créer un parti, il trouvera des gens pour l'accompagner. Merci Joël Etonji, merci donc la madame, monsieur, ce sera tout pour le premier débat de ce jour. Nous abordons sans transition le deuxième sujet de ce numéro de votre émission Angle de Vue. Le Bénin recherche un candidat pour succéder au président Boni Yayi à 4 mois de la fin du mandat de ce dernier. La classe politique béninoise hésitante et incertaine donne l'impression de laisser la place aux opérateurs économiques qui semblent aujourd'hui s'imposer comme la solution en 2016. À 4 mois de l'élection présidentielle au Bénin, quel président pour succéder à Boni Yayi? C'est le deuxième sujet à débattre après ce générique. Le débat se poursuit avec Joël Etonji et donc là, Mabalo, je reste avec vous. Nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle au Bénin. On a l'impression que la classe politique béninoise est déboussolée. Donc là, Mabalo, que se passe-t-il au Bénin?
Il se passe au Bénin que l'élection présidentielle de 2016 est une élection à grand enjeu. Un grand enjeu parce que la classe politique n'a pas vraiment pu parler d'une même voix. En fait, la classe politique béninoise déboussolée, vous l'avez dit, parce que des opérateurs économiques ont manifesté vertement leur désir de contrôler les choses. Et ces opérateurs économiques ont mille et une raisons de procéder comme ils procèdent là. Et c'est une situation qui amène les opérateurs politiques, je veux dire les hommes politiques, à ne plus vraiment savoir à quel sein se vouer. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la particularité ici, ce sont des opérateurs économiques qui ont de tout temps joué un rôle prépondérant dans le positionnement et l'élection des différents présidents successifs que nous avons eu au Bénin. Alors c'est comme quelqu'un chez vous à la maison qui a l'habitude de vous donner de l'argent pour aller au marché faire les emplettes. Le jour où il décide lui-même d'aller au marché pour faire les emplettes. Vous comprenez exactement. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement au Bénin. Et c'est très intéressant pour la vie politique béninoise parce que finalement, on va passer des élections exceptionnelles, des élections de type nouveau et nous aurons vraiment ce que le peuple aura décidé. Parce que pour moi, le plus important, je vous ai entendu lorsque vous disiez que le Bénin recherche un président, ça m'a fait un peu sourire, mais le Bénin aura le président que le peuple béninois aurait choisi. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui, parce que quand vous quittez depuis 90 jusqu'à 2015 aujourd'hui, on a l'impression que les politiciens ont échoué au Bénin. On n'a pas encore eu de politique au Bénin comme président de la République depuis le renouveau démocratique. C'est pas une impression, c'est une certitude. C'est-à-dire que les Béninois n'aiment pas les politiciens. Les Béninois ont fini l'expérience des politiciens. Et je le dis. Les Béninois ont envie de faire une autre expérience. Et je crois que, comme vous l'avez remarqué, depuis 90, aucun président de parti politique n'a pu accéder à la magistrature suprême au Bénin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple n'a pas justement fait confiance aux acteurs politiques. Et vous allez constater que c'est une fois au pouvoir que ces présidents commencent par animer la vie politique et avoir des partisans. À retrouver les vertus politiques. Et la conséquence directe, c'est quoi? C'est que tout est devenu partisanerie dans le pays. Quand vous n'appartenez pas au parti politique, quand vous n'appartenez pas à la région du président, quand vous n'appartenez pas à la religion du président, eh bien, vous n'avez pas accès à certaines choses. Vous avez au Bénin, aujourd'hui, les plus riches de ce pays, ce sont les fonctionnaires d'État. Où est-ce que vous avez jamais vu des fonctionnaires d'État détenir le pouvoir économique? C'est un problème. Et lorsque les opérateurs économiques, moi je les comprends et je suis d'accord avec eux, lorsque vous participez à la création de la richesse et vous vous rendez compte que ceux qui sont là pour gérer cette richesse-là, gèrent ça contre vos intérêts, vous vous battez. Vous révoltez, et à partir du moment où les textes, la Constitution n'a pas interdit que nous ayons un opérateur économique à la tête du pays, allons-y, on va voir ce que ça va donner. Joël Yetondié, aujourd'hui, les politiciens, comme je le disais, sont dans une position d'observateur, laissant la place aux opérateurs économiques. L'un d'entre eux semble faire l'objet de beaucoup de sollicitations. Je veux citer le président du patronat béninois, Sébastien Germain-Ajavon. À votre avis, pourquoi les populations réclament-elles son entrée en politique? C'est un homme qui a fait ses preuves. Vous le savez, Sébastien Adiavon, c'est toute une histoire, c'est toute une vie. Et quand vous avez un profil comme celui-là, on ne doit pas être surpris, outre mesure. C'est l'homme de beaucoup de rigueur. Ce n'est pas pour jeter de la fleur à l'intéressé. J'avoue que personnellement, je suis souvent admiratif de l'homme sans le connaître de proche, je veux dire. Parce que, j'ai constaté que c'est un homme de beaucoup de rigueur. C'est moi ça. Mais au-delà de ça, quand on prend un peu de recul, vous parlez des populations, mais vous ne pouvez pas oublier. C'est l'homme qui, à un moment donné, a fait rêver la jeunesse béninoise. Le peuple béninois, malheureusement, on n'entend souvent pas parler de ce peuple lorsqu'on parle des nations de football. Mais c'est une population qui adore le football. Et lui, il a fait rêver cette jeunesse lorsqu'il est allé vers la création d'une école de football. Mais malheureusement, l'idée n'a pas prospéré. Pour des raisons que vous connaissez. Je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu, il faut aller de l'avant. Voilà un homme comme celui-là, on ne peut qu'être admiratif de l'homme. Mais l'autre chose qui fait le développement d'une société, c'est quoi? Mais sachez payer vos impôts, vos dettes. Lui, c'est l'un des rares opérateurs économiques au Bénin, vous pouvez aller vérifier, qui n'a pratiquement pas d'affaires avec l'État béninois. Qui ne coopère en matière de business, comme on dit, il ne coopère pas avec l'État béninois, mais apporte de l'argent à l'État béninois. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis, mais c'est grand. Et on ne trouve pas ça comme ça sur tous les toits. Alors, mais à côté de cela, vous le voyez, c'est suffisant. On dit souvent, non, on dit souvent d'un homme d'affaires que c'est un capitaliste bontin. Il ne sait pas donner. Mais l'homme semble avoir la main facile. Je dis semble parce que je ne suis pas si proche de lui. Mais je constate que l'homme investit sérieusement dans le social.
confondent justement la caisse de l'État à ces biens qu'il donne. Excusez-moi, je sais que vous êtes dans votre rôle, vous posez des questions. Oui, mais c'est des préoccupations de rue. Non, c'est des préoccupations de rue. Il faut éviter ces débats-là. Aujourd'hui, dans un pays qui se respecte, et le Bénin, c'est l'un des rares, démocratiquement parlant, nous avons des institutions qui jouent leur rôle. Ce n'est pas possible de comprendre. Donc, il y a des institutions de contre-pouvoir qui pourront donc jouer leur rôle. Et lorsque vous avez appris, vous savez, vous gérez sans confondre vos intérêts aux intérêts du peuple. Et pour un homme qui n'a pas d'affaires avec l'État, je ne vois pas comment cela puisse être possible. Je trouve plutôt que c'est ce qu'on peut souhaiter du mieux pour le Bénin. Un homme comme celui-là. Et ce qu'il faut souhaiter en addition, parce que je répète une fois encore, personnellement, je ne connais pas l'homme dans son quotidien. La rigueur. La rigueur, c'est important. Maintenant, savoir écouter les autres. Parce que nous avons vécu des moments vraiment où le peuple béninois s'est senti déconnecté des politiques. Vous savez, en 2006, c'était l'espoir. Et ce qui a manqué finalement, c'est qu'on a assisté à quelque chose de très répréhensible. Le Bénin a évité le pire de justesse. À un moment donné, on a l'impression, comme il a dit, qu'il faut être de la bonne région pour pouvoir se sentir béninois. Et ça, c'est un grand chantier sur lequel il faut travailler. Et je trouve l'homme suffisamment rassembleur. Vers lui, tout le monde va. Il l'a dit tout à l'heure aussi. C'est les hommes qui, hier, si on doit considérer, pour reprendre son anecdote, l'homme qui vous envoyait hier au marché décide aujourd'hui d'aller au marché. Mais ce qui se passait avec lui, c'était quoi? Tout le monde pouvait aller au marché avec lui. Il pouvait confier l'argent à n'importe qui pour aller au marché. Ça, c'est l'image d'un homme rassembleur. Et le Bénin ne pouvait pas mieux demander. Donc je trouve que ceux qui demandent cette candidature n'ont pas tort de le faire. Donc là, vous avez suivi les argumentaires, l'argumentation de... Non, ce sont quelques idées, parce que parlant d'argumentaire, oui, bien évidemment. On ne va pas finir avec l'émission. On va pas en finir. Non, je peux vous en citer à l'infini. À votre avis, quels sont les arguments qui militent en faveur de cet opérateur économique? Aujourd'hui, on a l'impression que le Bénin est à la recherche d'un candidat pour succéder à Boni Yayi. Vous voyez l'engouement du peuple béninois. Vous voyez l'engouement de tous ceux qui sollicitent, qui suscitent la candidature du opérateur économique Sébastien Germain Javon. Moi, je souhaite qu'ils puissent faire une sortie et répondre à leur appel. C'est très important, oui, parce que les appels viennent d'un peu partout. Alors, vous pensez qu'on peut appeler un national ou quelqu'un d'un pays à briguer la magistrature suprême si cette personne n'a pas certaines qualités? Pourquoi est-ce qu'on ne vous appelle pas vous, Joël? Pourquoi on ne nous appelle pas nous? Peut-être que les gens vont le faire dans les jours à venir, on ne sait jamais. Bon, je vous le souhaite, mais ce qui est sûr, c'est quoi? Je pense que le prochain président du Bénin doit être patriote. Vous pensez qu'il est suffisamment patriote? S'il n'avait pas été patriote, il n'aurait pas autant investi au Bénin. S'il n'avait pas été patriote, lorsqu'il a eu des déboires avec le pouvoir, il aurait fui le Bénin comme certains. Il est resté au Bénin et il a tout fait pour que le pouvoir puisse lui rendre justice par rapport au dossier qui l'opposait à l'époque. Ça veut dire, vous voulez dire qu'il croit en son pays alors? Absolument, vous avez compris finalement qu'il a eu gain de cause. Vous savez de quoi je parle. S'il n'était pas patriote, il n'aurait pas investi dans le football. S'il n'était pas patriote, il n'aurait pas construit une université. S'il n'était pas patriote, il n'aurait pas investi dans le social. Parce qu'il faut préciser également qu'il est dans le social. Il y a des exemples à foison. Donc, il faut un patriote à la tête du Bénin. Oui, mais au-delà du patriote, il a dit qu'il ne sait pas faire la politique. Non, mais est-ce que c'est pas un argument aujourd'hui qui peut l'handicaper? Si vous l'avez écouté, vous allez comprendre quelle était la conception qu'il a de la politique. Quelle conception il a de la politique? Il dit, les politiciens, quand ils vous disent qu'ils sont à gauche ou à droite, il faut les retrouver au milieu. Alors si cet opérateur économique a cette conception de la politique, c'est tout à fait normal qu'il ne fasse pas la politique, parce que lui, ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de dire le contraire de ce qu'il pense. Donc moi, je le comprends très bien quand il dit ça. Et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui... D'aucuns pensent qu'en disant cela, il pense qu'il faut être beaucoup plus honnête quand on est à la tête d'un pays et non faire de la politique à la tête d'un pays. C'est ça ce que je vous dis. Quels sont les défis de notre pays à l'orée 2020 et qu'on sort? Mais ce sont des défis économiques. Le Bénin n'a pas besoin de politiciens. Le Bénin a besoin de personnes qui... Un développeur. Exactement, c'est le mot. Et moi, quand je le dis avec beaucoup de sérieux. Parce que les défis étant économiques, il faut qu'à la tête du pays, qu'on ait quelqu'un qui a fait une expérience économique. Je ne parle pas des théoriciens de l'économie. Je parle des praticiens de l'économie. Alors, justement, des gens qui peuvent régler les problèmes de l'énergie électrique. Parce que nous avons ce problème-là. Des gens qui peuvent régler le problème de l'éducation, de la santé. Et des gens qui, par ailleurs, avaient déjà fait des choses qui parlent à leur place. Des choses qui plaident en leur faveur. Il y a des preuves sur le terrain. Lorsque nous avons ces preuves-là, donc là, on va pas y aller. Justement, ce que je m'en vais vous demander, face à lui, il y a un autre opérateur
économique qui semble avoir des casseroles avec le pouvoir en place, qui aujourd'hui fait également des sorties. Est-ce que vous pensez que la population aura du mal à faire son choix? Les Béninois auront du mal à choisir entre... Non, les Béninois, je ne parle pas en leur nom, mais les Béninois n'auront aucun mal à choisir. Vous pensez? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que, vous savez, on ne peut pas continuer indéfiniment à mettre un pays, n'est-ce pas, dans l'insécurité, dans le doute. Le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, vous avez suivi, vous avez vu tout ce qu'on a dit par rapport à cet opérateur économique qui a fait du business avec l'État. Vous voyez comment l'État a été conduit devant les tribunaux, également à cause du business que l'opérateur économique en question fait avec l'État. Et lorsque vous êtes dans une prédisposition d'esprit qui amène un opérateur économique qui a eu maille à partir avec la justice et avec le pouvoir d'État, vous imaginez le président Boni Yayi, je ne sais pas, laisser le pouvoir à quelqu'un avec qui il a des problèmes. Avec qui il continue d'avoir des problèmes. C'est même pas qu'il a eu des problèmes. Donc vous pensez que le choix ne sera pas difficile? Il faut apaiser le Bénin. Il faut apaiser le Bénin, il faut apaiser les Béninois. Il faut plutôt un homme de consensus. Il faut un homme de consensus, un homme qui est resté au pays et qui a fait des choses, un homme qui a la crainte de Dieu, et un homme qui dit oui, je viens. Parce que une chose est fondamentale. Oui. Alors je vais demander, oui, très rapidement. En fait, l'homme dit qu'il ne vient pas pour sauver le Bénin. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est pour aider le Bénin. Et vous pensez que s'il vient à la tête du Bénin, rien ne va se passer? Non, je crois que quelque chose va changer. Les jours à venir nous le diront. Joël Yetonji, est-ce que vous pensez qu'il finira par dire oui à tous ceux qui sollicitent son entrée en politique? Je vais parler du président du patronat béninois. Il le faut parce que la notion du patriotisme, je suis d'accord, c'est d'ailleurs le premier critère. Savoir consacrer un peu de son temps, de son énergie et de son argent pour son pays et savoir s'ouvrir à tout le monde sans distinction aucune. Lorsque vous savez faire ça et que votre pays est en difficulté, il faut l'accompagner. Et le Bénin est en difficulté, vous le savez. Depuis ces 2 dernières années, le Bénin a passé le clair de son temps à parler d'hommes et non d'État. C'est-à-dire de différents opposants, un chef d'État à un ami d'hier. Et ça nous a mené où? Et on va continuer ça pendant combien de temps? Rien que pour la paix, le choix ne devrait pas être difficile à faire. Et en cela, on ne peut opérer de choix que lorsque celui qu'on sollicite répond favorablement. Et donc on espère que dans peu de temps, il va pouvoir dire oui, pour permettre à ceux-là qui s'interrogent encore, parce qu'il y en a qui sont un peu tapis dans l'ombre et qui s'interrogent. Pourquoi dire, pourquoi manifester aussi mon approbation à une telle candidature si à la dernière minute, ce dernier me dira non. Parce que, à défaut de son oui, les gens feront des choix malgré eux. Et ça, ce n'est non plus bon. Le patriotisme voudrait bien que lorsque le pays semble être au bout du gouffre, qu'on puisse l'en sortir. Et pour le faire, je pense qu'aujourd'hui, que l'homme a rien que pour sa patrie. Parce que c'est aussi vraiment d'amour que dans un moment comme celui-là, on a jeté même de l'opprobre sur vous pour ce que vous n'avez pas fait. Pour ce que vous n'avez pas fait. Il faut rendre hommage à cette justice-là aussi. Et finalement, on vous a rendu justice que maintenant on vous appelle au devoir et que vous déclinez l'offre. Donc je pense que l'homme, sincèrement, dans peu de jours, va devoir faire une sortie pour clarifier sa position. Les jours à venir, nous situerons donc sur le climat politique, le contexte politique, l'environnement politique du moins au Bénin, à la recherche d'un candidat pour succéder au président Boni Yayi en 2016. Beaucoup d'opérateurs, mais qui parmi ces opérateurs économiques pourra succéder au président Boni Yayi? Certainement les Béninois pourront faire leur choix en son temps. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le deuxième débat de ce jour. Avant le troisième sujet à débattre, voici un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. Au Rwanda, les députés ont adopté jeudi dernier à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution qui ouvre la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame en 2017 et lui faisant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. En Centrafrique, 4 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées jeudi dernier dans des violences à Bangui où des musulmans armés ont mené des représailles après la mort de 2 d'entre eux. Plusieurs centaines d'habitants des quartiers chrétiens de Fatima et Nzangoyen ont fui leur foyer pour se réfugier dans l'église Notre-Dame de Fatima. Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré a été suspendu jusqu'au 9 novembre. C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier Gberdao Gustave Kam, le président de cette institution. L'audience du 9 novembre doit démarrer avec le témoignage du président de l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré.
Enfin, nous finirons cette émission avec le Nigeria, où l'armée a annoncé cette semaine avoir libéré 300 otages précédemment gardés par Boko Haram. Peut-on déjà espérer que l'armée nigériane en finisse avec Boko Haram avant la fin de cette année? Selon les prévisions du président Muhammadu Buhari, vous aurez l'avis de nos invités après ce générique. À Joël Yetonji, l'armée nigériane de plus en plus efficace sur le terrain. Peut-on pronostiquer alors la disparition prochaine de Boko Haram? La disparition prochaine, je dis oui. Avant la fin de l'année. Bon. Quand vous mettez ça comme balise, alors bon, non, je dis c'est déjà heureux. Il faut vraiment avoir un calendrier par rapport à ce combat-là. Mais face à une nébuleuse comme Boko Haram, aujourd'hui État islamique en Afrique de l'Ouest, c'est vrai que c'est difficile l'échéance-là. Mais c'est déjà heureux, ces signes-là. Vous voyez, à un moment donné, très récemment encore, vous avez suivi les populations de Maïdougouri, en l'occurrence, qui vraiment étaient fatiguées de constater que ça continue de frapper. Si on peut brandir un peu ces événements comme des trophées, je pense que ça peut rassurer davantage. Mais je constate aussi que la détermination, l'engagement de Buhari ne faiblit pas. Ça continue, bien au contraire. C'est de bons signes. Il faut accompagner, si on le peut, le gouvernement. Je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Donc les populations doivent se jeter davantage dans la danse pour aider à combattre Boko Haram. Je pense qu'on y arrivera. Mais à la fin de l'année, j'en doute un peu. Mais c'est heureux ce qui est en train de se faire. Il ne faut pas qu'on se décourage. Il suffit juste de libérer 300 otages aujourd'hui pour commencer par fêter. Boko Haram est beaucoup plus dangereux. On ne peut pas oublier hier. Hier, on a pu libérer combien de personnes? On ne l'a pas eu. Alors, parmi les 300, ce n'est pas peu. Parmi les 300, on peut espérer qu'il y ait les filles de Chibok? C'est possible, il faut faire l'identification. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un autre travail à faire. Ces 300 qu'on libère, il y en a, nous avons suivi ici, on n'en a pas suffisamment parlé. Il y a quelques-uns qui auraient bien voulu repartir vers Boko Haram. Ça aussi, c'est un autre problème. Il y a le problème de leur réintégration qui se pose et l'autre défi pour toutes les nations. Il faut que les gens arrivent à comprendre. Boko Haram, je ne vais pas dire a raison, mais semble avoir raison. Lorsque ce qui a pour tout le monde, il y a quelques-uns qui mettent ça en poche, et que Boko Haram, en peu de jours, peut vous permettre de rêver, vous voyez? Donc le défi est grand. Ce combat, c'est un combat de tous les jours. Le problème de Boko Haram, il faut que même les nations qui ne se sentent pas concernées arrivent à comprendre que Boko Haram, ça peut venir sous d'autres formes à leur porte. Lorsque le bien qui est pour tout le monde n'est pas équitablement partagé. Et c'est en cela aussi que le problème de candidature se pose aussi. Une fois encore, on a évoqué précédemment un dossier. Il faut choisir conséquemment. Et là encore, les hommes de médias sont interpellés parce que ce qui se joue, c'est dommage. Vous avez parlé récemment d'un pays où, jusqu'à présent, on ne sait pas qui sont les figures de proue. Mais la presse joue quel rôle? Cette presse qui suit et qui connaît le parcours de chacun a l'obligation de jouer le rôle d'éveilleur de conscience. Et dans ces pays-là, nous devons aussi savoir rendre hommage à ceux qui font bien et ceux qui ne sont pas dignes des peuples pour pouvoir attirer l'attention des peuples déçus. Alors, donc là, Mavalo, vous pensez que l'armée nigériane pourra relever le défi d'ici fin 2015, selon les prévisions du président Buhari? Le président Buhari a démontré sa volonté, n'est-ce pas, d'en finir avec Boko Haram. Je crois qu'il se donne les moyens de sa politique. 2015 ou fin 2015, c'est dans quelques semaines seulement. Donc je ne veux pas être trop précis sur ce que le président nigérien pourra faire. Il y a quand même déjà 300 otages libérés et plus d'une trentaine de membres de Boko Haram tués lors de la libération. 300 otages libérés sur combien? Je ne sais pas. Pour que je puisse faire une comparaison, je dois savoir combien on a dû récupérer de ceux qui ont été enlevés par ailleurs. Mais c'est déjà bien, c'est une très bonne chose. Ça peut déconcerter un peu Boko Haram. J'espère simplement que Boko Haram, dans les jours à venir, ne va pas faire une communication pour dire que c'est faux, hein, tout ce qui a été dit, parce que on assiste régulièrement à ça. C'est le problème de l'armée nigériane. C'est ça, oui. On nous fait des annonces, on dit des choses qui ne sont pas voilà. Donc j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Mais je ne suis pas d'accord avec Joël lorsqu'il fait une liaison entre les problèmes de gestion de la cité et les raisons qui pourraient amener les jeunes à aller vers Boko Haram. Si c'est ça, eh bien dans tous les pays au monde, on aura, même au Bénin, ça veut dire que si on vous offre une meilleure situation, vous allez partir parce que quand il y a un non, je ne banalise pas ça, mais nous ne devons pas dire des choses comme ça. Il faut attirer l'attention sur. Nous ne devons pas. C'est une question d'éducation d'abord. Vous savez, Boko Haram et consort, c'est d'abord l'idéologie. Oui, mais au-delà de l'éducation, c'est d'abord, laissez-moi, ce n'est pas parce que, ce qui se passe avec la jeunesse. Non, attendez. Ce que je veux dire est simple. Ce n'est pas parce que
vous vivez dans une situation délétère, que vous pouvez vous laisser facilement enrouler. Oui, mais il y a les propositions financières. Vous avez des propositions, vous? Est-ce que vous acceptez toutes les propositions que vous avez dans une situation délétère? Donc, ces jeunes qui sont désœuvrés sont facilement récupérables par Boko Haram. Tout le monde ne peut pas avoir du boulot. Je suis désolé. Oui, mais dans tous les pays, il y a des désœuvrés. Raison de plus, vous tenez ce genre de trouver une solution à ces jeunes, parce que quand ils sont désœuvrés, et Boko Haram leur propose 300 000 francs CFA avec une moto, facilement, ils sont enrôlables. Il faut éduquer cette jeunesse. En quoi faisant? Il faut on dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Non, ça c'est des mots. Vous pensez? Oui, c'est des mots. Il y a vraiment faim. Attendez. Allez écouter les gens qui ont faim. Oui, non. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez fait? Donc, quand vous avez fait, tout est autorisé. Parce que vous avez fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ce que je dis plutôt. Et qu'il faut retenir, c'est d'attirer l'attention des dirigeants sur le fait qu'il faut répartir équitablement ce qui est. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de rétablir. Non, ce n'est pas possible. Vous avez l'équité où? Est-ce que vous pensez qu'on peut, je ne sais pas, partager équitabement la richesse nationale? Ce n'est pas possible. Non, soyons réalistes. Non, soyons réalistes. La gabegie, voilà, la mauvaise gestion, c'est ça, nous dénonçons. Oui, ce n'est pas autre chose. Mais vous ne pouvez pas, quand vous faites le rapport avec Boko Haram. Moi, ça me dérange un tout petit peu. Ça me dérange un tout petit peu. Mais ce qui est certain, Boko Haram, État islamique, je ne sais pas quel nom vous leur donnez, c'est un problème, c'est une nébuleuse. C'est un problème que tous les pays du monde doivent régler ensemble. Ce n'est pas un problème du Nigeria seulement. Donc je voudrais féliciter le gouvernement nigérian pour l'effort qu'il fait et souhaiter que tous les pays qui sont menacés, et même ceux qui ne sont pas menacés par Boko Haram, je souhaite qu'ils puissent contribuer à ce qu'on puisse lutter. Mais avant la fin 2015, je n'en ai aucune certitude. Merci donc Lama Balo, merci Joël Yetonji, madame, monsieur. Je vous remercie de nous avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika, la chaîne qui vous présente le vrai visage de l'actualité sur le continent africain.